Bon, je vous propose de commencer. Donc merci d'être là. Donc, je suis Gilles Castéran, consultant. Ravi que vous soyez là. Je sais que c'est la dernière, c'est la ligne droite. Donc on est très très fiers que vous soyez présents. Et fiers pour plusieurs raisons. D'une part parce que Guillaume Poupard a fait un peu de teasing sur cette étude lors de la séance plénière d'inauguration des Assises 2021. Donc très fier aussi parce que là on va toucher un sujet qui est un enjeu pour nous assez important, qui sont les talents, les métiers de la cybersécurité. Et donc je suis ravi d'accueillir à cette table ronde Aurélie Bauer, donc, qui est chef du Centre de formation de la sécurité des systèmes d'information de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Merci Aurélie d'être là et qui est en charge, en tout cas l'ANSSI est en charge et chef de file de l'Observatoire des métiers. J'en dirai deux mots en introduction. Et donc Aurélie porte le sujet des observatoires des métiers pour l'ANSSI et donc chef de file de l'initiative, puisque l'ANSSI est à l'origine du sujet. Et puis associé à Aurélie, Alexandre Besnier. Bonjour Alexandre. Bonjour. Donc Alexandre travaille au sein de la direction de la prospective de l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Et donc Alexandre est intervenu à la demande du ministère du Travail auprès de l'ANSSI dans le cadre d'émissions de services publics de l'observation des évolutions du marché du travail, des emplois, des compétences. Donc merci Alexandre. Donc là on a la chance d'avoir les deux compétences essentielles, compétences sur la cybersécurité représentée par Aurélie, la compétence de l'ANSSI, et l'AFPA pour sa capacité à analyser, à observer le monde du travail. Donc pour démarrer le sujet, c'est une avant-première. Donc en fait, l'étude sera publique le 25 octobre. Donc on vous invite le 25 octobre de récupérer l'étude qui sera publiée. Donc là, on a la chance avec Aurélie Alexandre de pouvoir avoir des informations que vous pouvez d'ailleurs relayer par ailleurs. Tout ce qui sera mis à la table deviendra public. Comme ça. Donc une avant-première. Donc on va profiter d'avoir des informations sur cette étude. Donc l'Observatoire des métiers de la cybersécurité, Aurélie dit que c'est un méta-projet global. On dirait peut-être un programme avec plusieurs initiatives. Donc il y en a une que vous connaissez sans doute, c'est celle qui a permis de publier ce référentiel des métiers de la cybersécurité, le panorama des métiers de la cybersécurité, qui a été publié il y a à peu près un an, je crois, qui est en collaboration avec l'ex-Syntec numérique et l'ANSSI, et donc Numéum maintenant. Donc le projet de l'Observatoire est porté par deux grands partenaires, l'ANSSI et le ministère du Travail et de l'Insertion, relayé, alors je vais donner tout le mot, par la Délégation générale de l'emploi et la formation professionnelle, qui a délégué à l'AFPA cette initiative. C'est ça, Alexandre ? C'est ça. Bon, très bien, j'ai bien donné toutes mes notes. Donc l'objectif de l'étude, c'est une photo, un existant qui a été fait. Alors, on a tous sans doute des avis, alors des intuitions, parfois des croyances, sur ce marché du métier de la cybersécurité. Alors, celle qu'on connaît, qui a priori est partagée, c'est la pénurie. On a beaucoup parlé de pénurie et on en parle toujours. Donc, il y a des chiffres qui nous annoncent 3,5 millions d'offres d'emploi au niveau mondial. Je crois 350 000 pour l'Europe. Pour la France, c'est 10 000. Il y a le plan d'accélération de relance porté par la France qui essaye de doubler le nombre de professionnels de la filière. On serait 35 000 ou un peu moins de 35 000, on devrait aller jusqu'à 75 000 d'ici 2025. Donc il y a ces sujets-là. Il y a les sujets aussi, évidemment, sur la part des femmes dans ce métier-là. 11% en France, ça serait 20% dans le reste du monde. Donc on perçoit ces informations-là. On perçoit aussi que l'exercice d'avoir une photo des métiers de la cybersécurité, c'est un vrai challenge, parce que le cadre de la cybersécurité n'est pas forcément délimité. Il y a différents types de métiers. Et est-ce qu'on parle toujours du même métier ?
Il y a des aspects très conseils, stratégie, il y a la sécurité dans des projets métiers. Il y a également la sécurité très opérationnelle. Donc ce cadre est un peu flou, donc c'est sans doute passionnant d'essayer de faire une photo, mais évidemment, j'imagine très challenging. Donc voilà, donc c'est dans cet environnement-là qu'on va demander à Aurélie et Alexandre de nous éclairer, de nous apporter leur lumière. Mais avant tout, la question que j'ai envie de leur poser, c'est quelle est la genèse ? Pourquoi faire un observatoire ? Pourquoi avoir cette initiative autour des profils métiers, qui est le terme réel de l'étude ? Donc Aurélie, pourquoi ? Alors, merci pour l'introduction. Donc, effectivement, la question pourquoi créer un tel observatoire. Donc, comme vous l'avez dit, Gilles, déjà, qu'est-ce qu'on entend par observatoire ? Donc, c'est ce que vous disiez un peu, c'est faire une sorte de photo. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un état de la situation actuelle dans le domaine de la cybersécurité, à un instant T ou sur une période donnée, par exemple sur un an, voir un peu l'état des offres d'emploi, l'état des professionnels, l'état des formations, enfin voilà, faire un peu un panorama de tout ça. Et donc pourquoi l'agence en fait a voulu porter cette question d'observatoire, c'est parce que finalement cet observatoire ce serait un peu comme un lieu où on pourrait, un projet dans lequel on pourrait apporter des informations factuelles, des informations rigoureuses sur lesquelles tout le monde pourrait s'appuyer et tout le monde pourrait venir chercher ces informations à cet endroit-là. Donc en ce qui concerne le marché de l'emploi, en ce qui concerne les métiers, etc. Donc l'idée, ce serait un peu de créer une base de connaissances, une base qui permettrait de structurer et de porter des éléments sur lesquels après on pourrait s'appuyer si on veut lancer des stratégies pour relancer par exemple le domaine de la cybersécurité, si on veut, apporter des nouvelles offres de formation ou autres, et si on veut trouver un cadre d'études, en tout cas des structures de base, c'est cet observatoire. Donc c'est l'objectif, c'est ça. Donc c'est un projet, un méta-projet, et qui a pour objectif de vivre et de recevoir ces données au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc comme vous l'avez dit, il y a eu un premier volet en 2019 par l'étude, la liste des métiers de la SSI. Donc pourquoi il y avait eu ce projet ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, rien que quand on s'intéresse aux métiers dans la cybersécurité, c'est déjà pas évident de définir clairement quels sont les métiers qui existent. Pour ces métiers, de définir précisément quelles sont les fonctions attendues, quel est le niveau de formation requis, etc. Donc c'était déjà un premier travail en ce qui concernait les métiers, au moins de clarifier. Ça a apporté une clarification, une mise en lumière de ces métiers dans la SSI. Si on regarde un peu d'autres domaines, par exemple en formation, typiquement en formation en cybersécurité, on pourrait se dire qu'un employeur qui veut recruter des personnes sorties de certaines formations ou un étudiant qui veut suivre une formation, il va de préférence s'orienter vers des formations qui ont des labels, par exemple, qui permettent de lui donner une sorte de gage de qualité ou en tout cas de référence de cette formation comme étant pertinente, cohérente, etc. Et donc l'ANSSI propose aujourd'hui des labels pour labelliser des formations. C'est des initiatives qui s'appellent SecNuMedu et SecNuMedu Formation Continue qui permettent de labelliser certaines formations initiales ou continues en sécurité informatique. Donc, sur les métiers, on a des petites choses. Voilà, on a la liste des métiers. Sur les formations, on a des initiatives de type labellisation de formation. Mais il y a des choses il manque pas mal d'informations, et notamment sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, on n'a pas de données, on n'a pas de résultats particuliers sur ce domaine, la thématique de l'emploi, et sur les professionnels, les profils, les personnes qui travaillent dans la cybersécurité. Qui sont ces personnes ? Quelles sont leurs formations ? D'où ils viennent, etc. On n'a pas d'informations. Donc, ce qu'on vous présente ici, pour un peu recadrer toute cette histoire, ce qu'on vous présente ici, c'est un projet qu'on a mené avec
l'AFPA par la DGEFP, donc la Direction générale pour la formation... l'emploi et la formation, le ministère du Travail. Voilà, pardon. Donc, en fait, l'objectif de ce projet, c'était d'étudier, en fait, les profils de la cybersécurité. Donc, quel est l'état du marché actuel de l'emploi en cybersécurité et qu'est-ce qu'on peut dire des professionnels qui travaillent sur la cybersécurité. Alexandre. Oui, tout simplement capitaliser de l'information, effectivement, dans l'observatoire, la recenser, avoir quelque chose qui puisse être consistant, donner de la lisibilité, puisque cette question de cybersécurité ne s'adresse pas qu'à des professionnels experts. On se posait la question aussi, si je suis une entreprise qui veut commencer à me positionner sur ce marché, en recrutant, intégrer des compétences, comment je fais? Alors le panorama commençait à proposer des métiers, une clarification, donc les différents métiers. Là, l'idée, c'était vraiment d'aller chercher quelles sont les trajectoires professionnelles, qui sont les professionnels, où c'est qu'ils travaillent, puis apporter dans des chiffres qui ont des écarts des fois très significatifs, hein, on peut attendre 30 000, 60 000, 1 000, 2 000, une analyse du marché ouvert du travail et une analyse, vous verrez, du marché caché. L'approche directe, comment se passent ces recrutements. Donc on peut peut-être aller avancer. Oui, donc précisément, tu as démarré, mais continue sur qu'est-ce qu'on va rechercher. Tu as parlé de parcours, est-ce que tu peux nous faire vous nous faire... Oui, on peut se tutoyer, on se tutoie tutoie dans la vraie vie, on va se tutoyer. Tu peux nous dire ce que tu... Réponse, c'est comment se comporte le marché du travail? Qui sont les professionnels? Voilà, 2 questions. Comment se comporte le marché du travail? On a fait un choix méthodologique qui est un choix, tout simplement, dans le numérique, globalement, dans l'IT, la définition de métier ne correspond pas à la statistique publique. C'est assez compliqué d'avoir une approche par la statistique publique si on veut cibler des choses comme ça. Donc on a fait un choix méthodologique qui est de servir d'un outil qui agrège un agrégateur sur des job boards ou des sites d'entreprise d'offres d'emploi. On a cherché des mots-clés qui pouvaient correspondre à la cyber, des filtres, etc. Et on a agrégé 22 000 offres. Bon, merci l'outil, parce que sinon, si vous comprenez, ça prend du temps. Par contre, c'était que le début. Il y a un outil, il fallait du temps de cerveau disponible. Ça a été nous, parce qu'on voulait être sûr que quand on parlait d'offres d'emploi cyber, ça soit bien des offres d'emploi cyber, et pas juste qu'il y ait le mot cybersécurité ou sécurité des systèmes d'info dans l'offre. Vous êtes technicien, vous installez des firewalls, ça ne suffisait pas à en faire une offre cyber. Donc on a validé le fait qu'on allait bien parler d'offre cyber. Et on en a validé 15 600. Donc, vous voyez, de 22 000, on est passé à 15 600. Il y a 6 000 offres que si on s'était arrêté à la version de l'outil, ne nous semblait pas correspondre. Et après, on va vous présenter, par contre, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces offres. Ça, c'est aussi intéressant. L'autre côté, ça a été de dire qui sont les professionnels. 2 choix s'offraient à nous, parler aux dirigeants ou aux RH. Et puis ce qu'on voulait, c'était ne pas parler qu'à la filière. On voulait aussi aller chercher les professionnels qui exercent dans une banque, dans une industrie agroalimentaire, dans une collectivité territoriale. Donc on a fait une enquête. Alors, grâce, par contre, tout le réseau, Aurélie pourra le dire, en se disant ces professionnels sont assez connectés parce qu'ils suivent des associations, ils suivent le César, ils suivent le Clusif, ils suivent, enfin voilà, tout ce monde, et puis ils suivent quelques leaders d'opinion qui nous ont fait le plaisir de retweeter ou de repartager sur les réseaux sociaux l'enquête. Et c'est-à-dire, si vous êtes un professionnel de la cybersécurité, répondez à cette enquête. Donc c'était la personne qui se définissait en tant que professionnel. Et qui de mieux qu'une personne pour parler d'elle-même? Donc juste pour préciser ce que disait Alexandre, on n'a pas dit sur l'agrégateur des offres d'emploi, c'était sur l'année 2019. Hein, on a pris toutes les offres d'emploi de 2019, pas 2020 évidemment à cause du Covid, c'était pas représentatif de quoi que ce soit. Et donc effectivement, pour reparler de l'enquête, donc en fait, on a eu un certain nombre de partenaires, donc pour les citer et pas les oublier, donc il y a ACN, il y a le Césin, le Clusif, le CIGREF, le Forum des compétences, Numéo, et j'en ai oublié Sinov. le Sinov, voilà.
Et donc, en fait, on avait présenté cet objectif de travailler sur les profils de la cybersécurité avec eux. Ils étaient très intéressés. Donc, en fait, ils ont effectivement relayé ces informations pour répondre à cette enquête. Alors, par rapport à cette enquête... Pardon. Non, vas-y. Par rapport à cette enquête, donc on a 2400 personnes environ qui ont répondu à l'enquête. Alors 2400, on peut se dire, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup, on a du mal à se représenter. Alors bon, nous à l'ANSSI, moi j'avais jamais fait d'enquête avant, donc je me rendais pas tellement compte. Bon, par contre à l'AFPA, c'est des choses qu'ils ont l'habitude de faire des enquêtes, donc ils savaient. Et ils nous avaient dit, bon, si on a 1500 répondants, on pourra et même plus que 2000, on pourra vous offrir une bouteille de champagne. C'est vrai, je me suis engagé. 2400, donc on était très contents. L'enquête a été ouverte 3 semaines, donc c'est assez court, mais en fait, c'est pareil, leur expérience nous a montré qu'une enquête, finalement, c'est dans les premiers jours que les gens répondent. Après, on peut les relancer 1 fois ou 2 fois, ils répondent, mais on peut la laisser ouverte 3 mois. Finalement, il n'y aura pas beaucoup plus de répondants. Donc oui, c'est court, mais voilà, c'était finalement assez cohérent avec Et donc 2400, c'est un chiffre qui est intéressant parce que on peut se dire que quand on va sortir ou extraire des données de ces 2400, des pourcentages de comportements divers et variés, ça va être représentatif quand même, relativement représentatif de ce qui se passe à grande échelle. C'est pas 100 personnes et puis on a 2%, 2 personnes par-ci par-là. On peut se dire c'est un comportement peut-être un peu à la marge. Finalement, là, on sait que les résultats qu'on va obtenir peuvent être interprétés, en tout cas. On ne tirera pas de grands enseignements à 2% de différence. Donc, on commence à avoir 8, 10, 15, 20. Il y a des chances qu'on se rapproche de la cible. Donc, un objectif clair, une méthodologie qui semble, en tout cas, qui est validée au regard du grand nombre, que ce soit du côté des offres avec 2 approches, les offres plus l'enquête. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous avez découvert ? Et la question, c'est parce qu'il a fait un peu de teasing, Guillaume Poupard, il dit il y a des choses qui intuitivement sont confortées par l'étude et d'autres choses qui sont très étonnantes. Donc voilà, étonnez-nous. On a dit qu'il y avait 2 types de choses, donc on va aussi dire les choses qui confortent. On va peut-être commencer par le profil type. Ce qui n'est pas type, c'est 10% de femmes, effectivement, ça se conforme. Dans profil type, je suis un homme, cadre 4 sup, je travaille en Île-de-France, j'ai une formation Bac+5 et j'arrive de domaines d'expertise technologique, IT, cyber. Voilà. Donc pas forcément cybersécurité pure, attention, assez large. Ça, c'est un élément. Et où je travaille, si je suis dans une entreprise spécialisée, toute taille, des petites entreprises, des moyennes, des grandes. Si je suis dans une entreprise qui n'est pas spécialisée en cybersécurité, je travaille dans une grande ou dans une très grande entreprise. Oui, alors pour bien définir, il y a donc la filière cybersécurité qui sont les acteurs clairs, donc les boîtes de conseil, intégrateurs, etc., qui se définissent comme objectif cybersécurité, et puis une grande partie d'entre vous d'ailleurs, qui ont un métier, une entreprise qui ont une mission autre, mais qui ont des équipes de cybersécurité. Oui, tout à fait. C'est le choix qu'on a fait, c'est dire aux personnes, auto-définissez-vous. Est-ce que vous travaillez dans une structure spécialisée ou pas ? Donc voilà. Et on vous disait qu'on voulait aussi aller chercher des professionnels qui exercent justement dans les structures qui ne sont pas spécialisées, dans une collectivité territoriale par exemple, un ministère, je sais pas, un constructeur, un bâtiment, des choses comme ça. Et on a 6 professionnels sur 10 qui ont répondu, qui ne sont pas dans la filière. Enfin, en tout cas, qui ne s'auto-définissent pas dans la filière spécialisée. Alors ça déjà, c'est 2 éléments de population à comparer pour voir comment elles sont. Donc je vous dis, c'est un élément, ils sont dans des grandes, voire des très grandes entreprises. Alors 44% de ceux qui ne sont pas dans la filière sont des entreprises de 5000 et plus. Oui, 70%, si on prend 1000 et plus, c'est 70%. Question des ETI, question des PME,
Ça nous renvoie à des questionnements, on n'a pas forcément la réponse, mais on va poser des questions, et la question de l'emploi, des compétences, on a mis la question du plan de relance, comment on développe la compétence cyber de manière globale, voilà mon dialogue. Et puis après, on a... ça agit. Ça conforte, c'est peut-être ça que... On va discuter. Et par exemple, dans les professionnels dans les structures non spécialisées disent qu'ils sont 60% à y consacrer un temps complet. 4 sur 10 structures non spécialisées, on a un peu plus de femmes, 12%. Un peu plus. Un peu plus. Ouais. 30% en moins de 30 ans. Alors, globalement, si on lisse, il y a des professionnels de la cybersécurité qui ont tous les âges. Dire qu'on aurait... Alors, sur certains métiers, par exemple, les consultants, ils sont un peu plus jeunes. Alors, les RSSI sont un peu plus âgés. Sur ça, hein. Et vous verrez, on a fait des focus par métier, on a fait des focus par d'où ils viennent. Enfin voilà, on ne peut pas tout vous présenter, mais le 25, vous le direz avec plaisir. Peut-être même gourmandise, on ne sait pas. Et voilà, 83% Bac plus 5 sont encore plus qualifiés par contre. Alors pas forcément en cybersécurité, on y reviendra tout à l'heure, mais 85% sont au niveau Bac plus 5 dans les structures spécialisées. Il y a un peu plus de mobilité interne dans les structures non spécialisées. On progresse vers une fonction cyber par moment. Il est récemment entré. Alors oui, déjà, on n'a pas trouvé, ou très peu, de profils cyber qui arrivaient, qui étaient nés cyber dans leur chambre ou dans le garage, sans être qualifiés. Oui, vous savez, on a des histoires où on dit, mais il y a quelqu'un, moi je connais quelqu'un qui est arrivé, qui est maintenant expert cyber, etc. En fait, on a trouvé des gens, 86%, ils arrivent de l'informatique, de la cybersécurité. Ils sont qualifiés, formés, diplômés, etc. Donc c'est rarement des profils, par exemple, infra-bac ou infra-bac plus 2, on en a eu très peu. On ne dit pas qu'il n'y en a pas, mais c'est... La population massive, c'est pas celle-là. Et un autre indicateur très intéressant pour nous, ça a été que 45% de la population a dit avoir moins de 5 ans d'ancienneté en cybersécurité. Et là, ça témoigne clairement d'une croissance des effectifs récente assez massive et significative. Donc là, tu es passé dans l'étonnement, là. Oui, là, je suis passé à l'étonnement. Moi, ça a été quelque chose sur ça. Et ce n'est pas que des jeunes diplômés. Oui. Dans ces 45%, un tiers a 40 ans et plus. Donc, il y a un tiers qui a une expérience plus ancienne, un parcours professionnel plus ancien que son expérience en cybersécurité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont aussi formés, nativement cyber, et plein d'autres qui repivotent vers la cybersécurité. Et ça aussi, ça nous amène des enseignements sur les trajectoires professionnelles. Alors, oui, effectivement, vous avez raison. On a des activités qui est jeune, en fait. Mais voilà. Les moins de 30 ans sont plus formés en cybersécurité, développement récent des formations, mais ils ne sont pas en équilibre plus à être qualifiés. C'est-à-dire que la moitié arrivent, ne sont pas diplômés ou certifiés en cybersécurité et viennent quand même intégrer des entreprises de la cyber ou des entreprises non spécialisées. Petite correction de ce que vous venez de dire, c'est que cursus court, ça n'existait pas, cursus long, ça existait déjà avec des écoles comme l'EPITA, etc. Mais c'était moins important qu'aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de masters aujourd'hui sur la sécurité, me semble-t-il. Hein. Ouais. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que même les jeunes, donc, sont dans cette proportion. Oui, oui, tout à fait. Mais ce qui me choque un peu, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes. Moi, je suis chez Total Energy, je suis la seule femme en cybersécurité. Oui, bah ça. Pourtant, c'est une bonne boîte. Peut-être qu'on pourra en reparler juste après. Enfin, donc, de toute façon, pour la partie un peu étonnement. Alors, c'est vrai que là, il y a beaucoup de chiffres qu'on donne comme ça, mais vous verrez dans l'étude, en fait, il n'y a que des chiffres partout. Alors, pourquoi ces chiffres? En fait, il y a différentes raisons. Enfin, c'est pas qu'il y a différentes raisons, mais comme on le disait tout à l'heure, partout, les gens annoncent des chiffres de pénurie, de déficit, il faut relancer ci, il faut relancer ça, etc. Les chiffres sont... on ne sait pas, en fait, d'où sortent ces chiffres. Et clairement, on a cherché, il n'y a pas d'analyse.
c'est-à-dire que les chiffres ne sont pas fondés. C'est-à-dire, c'est des calculs, des estimations, des intuitions, mais il n'y a pas d'analyse précise qui recense d'où viennent ces chiffres. Donc, ce qui est clair, c'est qu'on ne sait pas d'où viennent ces chiffres. Nous, on ne propose pas des chiffres, ce n'est pas du qualitatif sur le nombre de personnes, mais c'est des proportions, des pourcentages, et c'est des chiffres qui sont factuels. Encore une fois, c'est ce qu'on a essayé de faire, on en reparlera après, mais c'est d'essayer d'être le plus brut possible, parce que l'idée, c'est que nous, on n'interprète pas subjectivement ces chiffres qui après, par une deuxième lecture, seraient réinterprétés d'une autre façon et finalement, on comprendrait... vous comprenez qu'on peut déformer la réalité et finalement faire parler des chiffres et leur donner une explication qui n'est pas la bonne. Donc notre objectif, c'était d'être le plus brut possible pour vous donner un certain nombre de chiffres. Donc comme l'a dit Alexandre, il y a des fiches... je reviendrai après au sujet, pardon, mais là, du coup, je suis partie là-dessus. Il y a des fiches, en fait, qui font des thématiques. Donc, on a fait des thématiques, par exemple, sur les régions. Donc, Île-de-France, donc on a une fiche spéciale Île-de-France avec les types de profils, les parcours des gens, etc., etc. On a fait donc une fiche aussi hors Île-de-France. Donc on pourra faire aussi, d'ailleurs là on a une base, mais on pourra rajouter d'autres fiches plus tard sur par exemple une région, une autre région, faire des comparatifs. L'idée c'est ça en fait, c'est de pouvoir prendre des fiches différentes, telle région, telle autre région, puis regarder les différences qui sont notables, les types de profils des gens, les types de métiers, de voir par exemple que dans telle région, tel métier est moins représenté, pourquoi, enfin bon voilà, donc c'est déjà ça. En termes de métiers, donc on a vu que les 3 principaux métiers qui étaient représentés, c'était consultant en cybersécurité, RSSI et architecte de sécurité. Voilà, donc on a fait ces 3 fiches et pareil, on va pouvoir comparer ces différents métiers. Et puis, on a, comme on l'a dit, l'enquête sur les professionnels, donc les gens qui ont répondu. Et donc, on a, pareil, une fiche qui résume l'enquête, une synthèse, enfin voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire tous ces comparatifs pour après essayer d'interpréter. Donc, nous, ici, on vous livre quelques petites interprétations, des choses qui nous ont choqués, étonnés. On a des petites idées, mais finalement... Tout ça, ça tend à être confirmé, à être rediscuté et éventuellement à faire des focus plus précis sur certaines données. Donc, ce qu'on a remarqué, par exemple, un phénomène intéressant sur le marché de l'emploi. Donc, on a dit qu'il y avait... donc là, nous, on a analysé le marché ouvert, c'est-à-dire qu'on a agrégé les offres d'emploi qui sont parues donc, sur des sites, des job boards, etc. Sur ce marché ouvert, 30% des offres, donc là sur les 15 600, on a 30%, le titre de l'emploi, c'était ingénieur en cybersécurité. Sachant qu'ingénieur, ce n'est pas un emploi, c'est simplement une qualification. Bon. Donc 30%, c'est quand même énorme, donc avec juste ce titre ingénieur en cybersécurité. Quand on regarde le descriptif, très souvent, le descriptif est très flou. Les missions ne sont pas du tout précises, c'est très approximatif et même parfois sur ces mêmes postes, offres d'emploi d'ingénieur, le niveau de qualification attendu c'est minimum Bac plus 3. Alors on se dit, alors c'est un ingénieur ou c'est un Bac plus 3 ? Donc c'est pas très clair. Donc on a 2 interprétations possibles. En tout cas, voilà, soit on peut se dire que finalement la personne, elle veut, enfin l'entité, l'entreprise ou autre, elle veut essayer d'attraper le plus de personnes possible et donc elle ouvre à la technique du chalutier de flou, quoi. On ramasse tout et puis on verra bien. Soit finalement elle-même, elle ne sait pas forcément trop ce qu'elle cherche. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'une entreprise ou une entité qui n'a pas forcément beaucoup de compétences en cybersécurité, qui voudrait développer une compétence, par exemple qui s'est fait auditer ou qui sait qu'elle doit développer une compétence en SSI, elle peut se dire je vais essayer de recruter quelqu'un, mais qui je vais recruter un ingénieur en cyber, il saura peut-être me dire presque quoi faire, finalement. Enfin, j'exagère un peu, mais on n'est pas loin, parce que finalement, les petites structures ne sont pas forcément équipées et n'ont pas forcément les ressources pour savoir précisément quel type de personnes elles doivent employer, pour faire quel type
de fonctions précises, etc. Donc quand même 30%, ce qui est quand même assez énorme. Donc voilà, ça c'était un premier constat. Le deuxième constat, c'était sur ces marchés ouverts, il y a beaucoup d'offres qui sont très... on tutoie les gens, on leur parle comme si c'était des ados. Tu veux être un Superman de la cybersécurité, viens bosser chez nous. Il y a un baby-foot. Super, il y a un baby-foot, il y a des plantes, une piscine et tout, ça va être top. Il y a plein d'annonces comme ça. Bon, voilà, donc on se dit, les gens essaient d'attirer quelqu'un dans ce domaine. On les tutoie parce qu'on imagine que c'est des jeunes. Encore une fois, on l'a dit, là, vous pourrez voir, on a la répartition, le pourcentage de répartition des personnels de la cybersécurité. La répartition est complètement uniforme dans les tranches d'âge, 30-39, 40-49, 50-59. Enfin, c'est tout à fait uniforme. Alors peut-être dans les structures spécialisées en cyber, dans certains domaines, c'est un peu plus de jeunes, mais finalement, on entre à tout âge dans la cybersécurité. Donc, le tutoiement pour faire, je sais pas, plus dans le move ou quoi, bon, je sais pas, c'est un peu bizarre. Bon, donc voilà. Je suis pas sûre non plus que ça porte ses fruits finalement, parce que des gens qui travaillent dans la cybersécurité, qui sont experts, donc de par leur donc d'abord sur les offres ingénieurs qui sont très généralistes où il n'y a pas de description précise, quelqu'un qui est expert et qui connaît bien son travail, il va voir une offre comme ça, il va peut-être se dire bof, ils savent pas trop ce qu'ils veulent, je sais pas si je vais y aller. Et puis le truc, tu veux être un Superman de machin, le mec qui connaît bien aussi il va se dire bof, ouais c'est un peu du flan, bon bref ça a pas l'air sérieux, enfin j'en sais rien. Donc déjà ce type d'offre on sait pas trop si ça donne quelque chose. Donc ça, c'est le marché ouvert. Et puis sur le marché caché, on a appris des choses qui étaient très intéressantes. Alors évidemment pas par l'agrégation de... Alors marché caché, je vois des sourcils qui se font. Ouais, c'est quoi le marché caché? Ouais. C'est tous les approches qui ne donnent pas lieu à la publication d'une offre, c'est-à-dire l'approche directe par le réseau, l'approche directe par un recruteur, un chasseur de tête. La cooptation. Voilà, la cooptation. C'est-à-dire on vous êtes sollicité directement, en dehors de toute annonce affichée, pour vous demander de venir travailler. Et là, c'est l'enquête qui nous a amené ça. Oui. En fait, du coup, on a demandé, parce qu'on n'a pas précisé toutes les questions qu'on avait posées aux professionnels, on leur a demandé voilà, leur parcours, les structures dans lesquelles ils étaient, depuis combien de temps ils travaillent dans ces structures, est-ce qu'à l'origine ils venaient de la cyber ou pas, etc. Et comment ils avaient été recrutés dans ces structures, et est-ce qu'ils étaient approchés par des recruteurs, ou par des réseaux professionnels ou autres, et si oui, combien de fois on leur a demandé. Et donc, par exemple, alors que je ne me trompe pas, 80% des personnes qui ont répondu ont dit s'être fait approcher au moins une fois dans les 2 dernières années, donc directement. Et donc, bon, ça, c'est quand même intéressant, mais 40% des répondants ont dit s'être fait approcher plus de 20 fois dans les 2 dernières années. Au moins une fois par mois, je suis sollicité donc, pour aller travailler ailleurs. Une fois par mois. Donc c'est quand même, ça c'est quand même assez fort. Donc on sent ici une tension très importante du marché caché finalement. Et effectivement, les gens tournent de structure en structure. On a aussi d'ailleurs des données un peu là-dessus sur l'ancienneté dans les structures. Finalement, l'ancienneté n'est pas énorme. C'est-à-dire qu'en moyenne, régulièrement, c'est plutôt dans les 5 ans. Ça dépend, les RSSI sont un peu plus anciens dans leur structure. Donc ça dépend des profils. Non, ça dépend des profils. Un consultant, et voilà, on n'a pas les mêmes trajectoires en consultant qu'une personne RSSI dans une structure. Si on revient sur la question marché ouvert, marché caché, on leur a demandé déjà, même avant d'être approchés régulièrement, c'est-à-dire une espèce de tension du marché caché, combien de fois vous êtes sollicité pour vous débaucher, comment vous avez été recruté. L'ensemble de la population, 56%, dit « j'ai été recruté par marché caché ». Donc un professionnel sur 2, son recrutement ne donne pas lieu forcément à une offre d'emploi. En tout cas, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et ça monte à 67% pour les entreprises spécialisées. Alors, en plus, on ne va pas vous le dire maintenant, parce que je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais plus vous êtes formé et qualifié en cyber, plus ça monte. L'approche directe, le fait. Donc une entreprise qui voudrait rentrer, une entreprise utilisatrice des services, par exemple, qui voudrait rentrer en internalisant une compétence, et qui passe une offre en disant ingénieur cyber, elle a quasiment aucune chance de trouver quelqu'un.
Donc voilà, et ça, vous voyez, des questions de politique RH, de recrutement, de comment aborder cette thématique. Alors, vous vous en doutiez sûrement, mais là, on a des chiffres qui confirment quelque chose qui n'est peut-être pas un étonnement, mais voilà, on peut s'appuyer sur quelques données. Oui. Ouais, allez-y. Comment ? Est-ce qu'on a fait, pardon ? Vous avez un test de publier un poste et voir le retour? Non. Je crois qu'il faut le faire. Moi, ça fait 1 an que je cherche un RSSI, un ingénieur, impossible. Et j'ai changé l'annonce tous les mois, par tous les moyens. Rien. Sur le marché, il n'y en a pas. Soit les jeunes, ils ont peur, soit les vieux, ils sont trop chers. C'est pas faux. La réponse de l'offre de traitement, ils ne sont pas trop chers. Bah oui, là, s'ils sont compétents, ils sont pas. Mais vous avez tout à fait raison, c'est pas une approche univoque. On ne peut pas comparer. Je suis un grand groupe de plus de 5000, j'ai une grille salariale et je peux offrir des moyens, une technicité. Ce n'est pas la même chose que je suis une PME ou une grille de salaire d'une collectivité. Donc comment je fais pour approcher des profils cyber ? Voilà, c'est pas une réponse univoque. On peut aller beaucoup plus loin dans ces éléments. Et la dernière recours, quand on fait appel à des chasseurs de tête, tout le réseau. On est tous sur une guide en train de chercher. Oui, mais on comprend bien que si tout le monde réseaute, au bout d'un moment, on tourne en rond. Bah, Donc, ça veut dire comment faire pour avoir des trajectoires un peu différentes et intégrer des profils de la cybersécurité, parce que si on continue à être en croissance comme ça, il faudra trouver d'autres solutions. C'est pour ça que pour la filière, il y a des acquisitions. Hein. Il y a des acquisitions qui se font aujourd'hui, qui sont des acquisitions de compétences, au-delà d'entreprises pour leur marché, etc. Hein. Il y a clairement des acquisitions qui sont faites sur la compétence. Ce qui est intéressant, du coup, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, du coup, là, c'est ce qu'on voit, c'est que là, il y a une grosse partie des personnes qui travaillent, qui sont professionnels de la cybersécurité et qui ont leur domaine d'origine qui n'est pas orienté cybersécurité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, peut-être qu'il ne faut pas forcément se concentrer que sur les gens qui viennent de la cybersécurité, qui ont été formés à la cybersécurité depuis toujours, entre guillemets, mais plutôt sur les gens qui ont des diplômes, puisqu'on le voit là majoritairement des Bac+5, dans d'autres domaines techniques qui peuvent s'apparenter et essayer pour ces personnes, soit pas de les reconvertir, mais finalement de leur donner un peu de sel de cybersécurité pour éventuellement leur ouvrir d'autres voies, puisque finalement, on le voit ici, plus de la moitié des gens, c'est ça, ne sont pas issus de la cybersécurité. On a la moitié de la population qui a une formation ou une certification cyber. Voilà. Est-ce que vous avez regardé comment ils sont arrivés dans la cyber? Parce que chez moi, je le fais, par exemple, mais je recrute des personnes qui ont des soft skills et quelques hard skills, mais finalement peu de soft skills développés qui me permettent de m'assurer de leur intégration. Ils rentrent dans un environnement où j'ai déjà des seniors qui sauront les encadrer et qui vont les accompagner sous une forme de tutorat pendant un certain temps avant qu'ils... Oui. Une entreprise qui initie la démarche ne peut pas avoir ce type de... Oui, alors il faut que ce soit... oui, comme vous dites, c'est là, vous avez un accompagnement qui va avec. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une stratégie à envisager. C'est-à-dire qu'il faut être ouvert à cette possibilité. Oui, mais c'est-à-dire que ceux qui ont une capacité, voilà, une grosse capacité, ceux qui n'ont pas, on ne peut jamais démarrer, en fait. C'est ce que tu dis. Mais peut-être qu'il faut aussi communiquer sur le métier de la cybersécurité. Ça, c'est un point, je pense, qui est assez important et qui permettait aussi de rejoindre une discussion qu'on avait sur sur les hommes et les femmes. Alors, sans parler de tomber dans une parité, etc., parce que la question n'est même pas là, en fait. Mais je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir une parité sur tous les métiers entre les hommes et les femmes. C'est pas ça la question. La question, c'est plus de se dire...
Alors, bien sûr, on pourrait faire une fiche, et d'ailleurs, on y pense, à se dire, on fait une fiche spéciale pour les femmes, pour dire, par exemple, les femmes, regardons leur profil, regardons leur parcours, regardons les métiers qu'elles font dans la cybersécurité, regardons une fiche homme et essayons de comparer, est-ce que les métiers sont les mêmes ou pas, est-ce que les formations au départ étaient les mêmes et qu'à un moment donné, il y a eu des intérêts différents, ou est-ce qu'au départ, les formations n'étaient pas les mêmes. Bon, ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Mais quelque chose auquel on pensait ce midi, parce qu'on parlait de la communication à l'agence, à l'ANSSI, on a une équipe de communication qui est importante, et par exemple, il y a beaucoup de femmes dans cette équipe de communication. On a des juristes, on a la cybersécurité, elle ne touche pas que l'attaque, enfin voilà, bien sûr, il y a des femmes aussi dans ce domaine, heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que se définir comme un professionnel de la cybersécurité n'est pas uniquement se définir comme quelqu'un qui sait soit gérer un incident de sécurité, soit être un cryptanalyste ou quelqu'un qui fait de la crypto. D'accord ? Donc, il y a aussi tout ce qui est conformité, il y a effectivement tout ce qui est juridique, la communication, on peut imaginer du management, enfin plein de choses en fait. La cybersécurité, c'est un domaine qui est hyper large, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que la communication faite autour de ce métier, elle n'est pas, peut-être qu'elle ne donne pas cette vision aux femmes, mais peut-être à d'autres personnes, sur le fait que c'est pas parce qu'on n'a pas commencé dans la cybersécurité qu'on peut pas finalement y aller et exploiter ses compétences propres sur un domaine qui touche de près ou de loin à la cyber. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de... Pardon. Regarder un peu à l'étranger, parce que sincèrement, je pense que le principal frein, c'est la culture française. Je vous demande à chaque fois d'avoir déjà fait pendant au moins 3 ans avant ce pourquoi on souhaite candidater. Donc c'est vrai qu'en faisant comme ça, c'est compliqué de faire venir des profils différents, d'avoir des backgrounds variés, etc. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé un peu, mais sincèrement, je pense qu'à l'étranger, c'est un peu différent quand même. Alors, pour répondre juste à la question sur la France ou l'étranger, donc comme je vous disais, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà une première marche, hein, évidemment, on n'a pas toutes les réponses. C'est pas forcément de comprendre tout ça, enfin, évidemment, on a envie de comprendre, mais la première marche, là, déjà, c'est de capitaliser des infos et d'essayer d'avoir des chiffres, des résultats, déjà, pour établir quelque chose. Donc là, on s'est concentré sur la France, puisqu'on fait un état des lieux du marché en France. Donc, non, on n'a pas regardé à l'étranger, on n'a pas comparé, mais ça pourrait être, évidemment, des pistes... Alors, encore une fois, moi, quand je parle de plan d'action, c'est juste des idées en discutant des chiffres et voilà. Après, moi, c'est pas forcément même mon métier. C'est-à-dire que moi, je vais pas développer des stratégies de recrutement, etc. Moi, je suis chef d'un centre de formation. Je vais m'intéresser à mes formations. Je vais m'intéresser, évidemment, au travail de l'ANSSI. Et, bien sûr. Moi, j'ai la chance d'animer 4000 professionnels dans le monde. Je rebondis sur ce que dit Aurélie, nous on l'a fait, et je me suis d'abord commencé, pour tout vous dire, m'intéresser des définitions des métiers de l'ANSSI. Je les ai comparés avec ceux du NIST américain. Je suis allé voir NASSCOM en Inde, les taxonomies, les catégorisations de métiers sont différentes. La bonne nouvelle, on est en train de le valider avec 2 comités de pilotage la semaine prochaine, les 20 métiers qu'on a proposés, encore validé, sont à 80% basés sur votre taxonomie, sur celle de l'ANSSI. Je suis ravi, je n'y attendais pas. Le NIST, on les a mis de côté, c'est du barbarisme, on ne comprend rien. Et puis les Indiens, ils en ont 3 fois. Juste pour mettre ce petit éclairage sur ce que disait Aurélie, c'est qu'on est dans, même en France, je pense que vous devriez aussi regarder ce qui se fait à l'extérieur. Non, non, bien sûr. Moi, je vais pour vous, c'est que je vous dis que moi, dans un groupe international, ce que fait l'ANSSI, c'est ma plus. Après, encore une fois, hein, moi, alors, enfin, je sais que je redis les mêmes choses, etc. On n'a pas vocation ici à proposer des stratégies. Évidemment, si on avait toutes les clés, on vous les donnerait tout de suite et on donnerait tout à tout le monde. Et c'est même pas
c'est même pas notre fonction ni notre objectif. L'objectif, c'est déjà de base, comme je vous dis, d'établir des vrais faits, parce que aujourd'hui, on lit dans la presse des chiffres de partout et il n'y a aucune étude. Donc déjà, la base, c'est une étude, des chiffres et en déduire des choses. Donc là, c'est ça qu'on présente. Mais il y a plusieurs questions. L'enquête vous avez permis de déterminer des rôles qui sortent le plus souvent. Vous avez nommé consultant, RSSI, architecte, oui. Est-ce qu'il y en a 5 ou 6 autres qui ressortent les gens disent, Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, on a les 10 premiers. Enfin, là, on liste les. Vous bien avez sûr, ça, là, on a parlé taille d'entreprise, on a le secteur d'activité, on a plein de choses. les taxonomies de métiers ou de Oui. rôles, vous les avez... Oui. Il y avait d'autres questions? Ouais. Je voudrais parler. Non, moi, je voulais témoigner sur la partie industrielle parce que je suis chez Renault, on est en train de lancer le programme de protection d'entreprise et vous parlez des métiers de la cyber, c'est souvent de l'IT. Et sur l'OT, c'est-à-dire la protection des installations de production, aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a pas de formation qui existe, formation scolaire. Et donc, on est en train de former nous-mêmes des automaticiens à ce métier de la cybersécurité. Je vais répondre aussi à ça. Alors, c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, parce que moi, je partage. Moi, je suis direction de prospective, je vois la question, c'est les évolutions technologiques et comment ça doit modifier les enjeux de compétences et d'emploi. Et ça nous amène à... Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on peut dialoguer avec le ministère du Travail et l'AFPA et on va dire, le cabinet d'ingénierie sur la politique de formation professionnelle. Moi, ce que ça m'amène comme réflexion, c'est que pour augmenter la compétence cyber globale, on ne peut pas que travailler sur le haut. Donc, il va falloir intégrer des compétences cyber dans l'industrie, dans le bâtiment, dans les courants faibles, etc. Dans les bâtiments, il va falloir réfléchir. Quand on va travailler sur la Smart City et l'électronique qui va se développer de plus en plus dans la construction, comment on le travaille, on le sécurise. Donc, ce n'est pas qu'une question d'IT. Effectivement, dans un hôpital, on peut avoir une question d'IT et on ne pense pas à l'énergie. Comment on va amener dans l'usine du futur la sécurisation et donc à des niveaux d'hygiène, de comportement dans l'informatique, dans les pilotes de systèmes automatisés. C'est quelque chose qu'on va essayer d'intégrer de plus en plus dans ces logiques de formation. Je vous rejoins tout à fait. Ma question était liée à la formation également. Je suis assez jeune, j'ai 31 ans. Je n'ai pas été formé, j'ai eu aucune formation de cyber. Et pire, je ne connais pas de formation cyber. Et je ne parle pas de IoT, je parle de cyber appliqué à l'environnement IT. Et du coup, est-ce que ce rapport va être utilisé pour augmenter l'offre de formation cyber, qui pour moi, en fin de compte, si vous voulez, c'est une spécialité qui se branche après avoir fait une formation IT quand même. Donc, je pense qu'elle s'y pose bien. Je vais parler au nom d'EPITA, l'école d'ingénieur de travail, je m'occupe de la formation continue. Donc là, vous touchez des problématiques. D'abord, il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Oui, formation cyber. Il faut placer quelques petites choses. Il y a aussi une responsabilité peut-être des entreprises. L'ANSSI et Pascal Chour avaient travaillé, on avait travaillé avec lui. Il avait pu remarquer que sur les formations professionnelles longues, pour les carrières cyber, donc qui s'adressaient les formations continues, elles n'étaient pas rendues. Elle n'était pas Elles n'étaient pas rendues. Ah oui, j'ai pas entendu, pardon. Donc déjà, elles existent. Il faut arrêter de dire qu'elles n'existent pas. Oui. Moi, je ne les connais pas. Ah ouais. Je n'ai pas dit qu'elle n'existait pas. L'ANSSI les a toutes recensées sur son site par des formations longues. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas. Alors, il ne suffit pas d'ouvrir des places de formation pour avoir des candidats. Ça, c'est tout à fait juste. L'étude le montre d'ailleurs. Oui. Et il y a une deuxième remarque que je voudrais faire, parce que peut-être que vous pourriez porter un petit peu sur ce sujet. Il y a un gros problème avec France Compétences. Et non, quand on sait qu'aujourd'hui, et parce qu'on a fait des dossiers, Oui, nous aussi. plus de 80% des demandes de reconnaissance sont refusées, que nous, on nous a même dit que la lettre de soutien de l'ANSSI, oui, l'ANSSI du soutien, oui, parce que c'est une formation sur la sécurité de la design, etc. Oui, mais attendez, ça va pas, là, ils soutiennent, mais ça veut dire que vous les formez, l'ANSSI? Non, on ne les forme pas vraiment. Ah, mais c'est pas ça qu'on veut, nous. Pardon. Et France Compétences, aujourd'hui, et ça c'est très nouveau, parce que c'était pas comme ça du temps de l'inventaire, ça a complètement changé, mais ça fait plus d'1 an, il faut quand même avoir ce chiffre, quels que soient les organismes de formation, je ne parle pas pour l'hôpital, je parle pour tout le monde, il y a plus de 80% des dossiers qui sont
refusé. Vous pouvez préciser ce qu'est France Compétences? Alors, France Compétences, c'est l'organisme Remplace le répertoire national de certification professionnelle. qui gère toutes les... Oui, ils ne comprennent rien. Ils ont... Non, mais en fait, là, je pense que oui, c'est un autre problème, probablement, parce que là, effectivement, il y a eu le changement. Effectivement, ce répertoire national des certifications professionnelles a été remplacé. Maintenant, ça s'est transformé. Enfin, c'est transformé en France Compétences. Et donc là, ce que vous expliquez, c'est qu'effectivement, ils ont refusé une grande partie des dossiers cette année. On ne sait pas trop pourquoi. Bon, ça, c'est... Non, mais c'est un vrai problème pour les entreprises, parce que pour des petites formations courtes, le problème, c'est que quand France Compétences refuse, L'éligibilité au financement. Oui. Oui. ça prive la possibilité pour des gens qui seraient en reconversion professionnelle, Oui, oui, oui. et qui voudraient se diriger vers les métiers de la cyber, ils ne peuvent pas mobiliser la CPR. Donc ça, c'est un vrai problème. Oui. Pour peut-être avancer aussi sur... Une question Ah oui, sur- vas-y. J'ai un témoignage à porter, j'appartiens au CEF6 et nous on va dans les lycées et inciter les filles à faire de la cybersécurité et du numérique parce qu'on peut faire un cybercrypto. Bien sûr. Des études de cryptologie, Moi aussi. de mathématiques. Ouais. Et elles se projettent pas parce qu'à cause de séries comme Mister Robot ou que sais-je, bah, ça donne pas envie d'y aller quoi. L'amour Alors, est dans pour la faire cyber. un- Et Pour- alors on parle la moitié de la population qui est Oui. aussi compétente que la population masculine. Oui, oui. Et bêtement, en fait. Bien sûr. Non, mais après, pour faire une petite aparté, nous, au centre de formation, on travaille aussi sur ces projets de sensibilisation. Parce qu'il faut les prendre dès la seconde ou dès la première pour leur dire voilà, ça fait partie du champ des possibles. Après, c'est trop tard. Oui, mais il y a plein de... Enfin, il faut réfléchir, mais il y a des initiatives qui sont lancées. Il y a alors, une question d'attractivité globale. Il faut qu'on puisse identifier Pour les faire. personnes vraies, pas. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a... Non, mais bien sûr, après, ça se féminise quand même un peu. De plus... Enfin, non, mais je veux dire, c'est pas encore ça, mais on sent bien que dans ne serait-ce qu'au cinéma ou dans les séries télé, il y a des femmes de temps en temps qui apparaissent. Non, mais je dis pas que ça suffit, hein, j'ai pas, bien sûr. Mais non, mais bien sûr, ça c'est un vrai problème. C'est aussi pour... en fait, pour moi, ça va avec la communication du monde de la cybersécurité. C'est-à-dire ce que les gens imaginent quand ils ne sont pas dans ce domaine-là. Et l'État, ils font quelque chose pour ça, pour que ça change. Alors, il y a des chiffres, on va voir après ce qu'ils font. L'idée encore, c'est d'apporter des chiffres. Et après, j'espère qu'il y a des politiques publiques ou privées qui peuvent se lancer autour de ça. Pour Attends, répondre... mais Ah oui. ouais, parce que déjà, on avance beaucoup. Et il y a une question, il ne suffit pas d'ouvrir des places de formation. Effectivement, madame a tout à fait raison, pour qu'il y ait des candidats. Et on a des offres de formation cyber qui sont en souffrance. Il n'y a pas une réponse univoque pour faire monter en compétences. Il faut à la fois des formations expertes, comme celles qui étaient décrites, on a des formations brillantes en cybersécurité. Et il faut à la fois aussi faire monter les profils informatiques plus classiques. C'est-à-dire qu'ils intègrent des modules cyber quand on fait du développement, quand on fait de l'architecture, etc. Alors qu'aujourd'hui, on peut sortir diplômé sans avoir de connaissances de base en cyber. Il y a un enjeu de transversalité. On a parlé des automaticiens, on a parlé donc comment l'ensemble de la population, des entreprises, des collectivités va être formée et sensibilisée à l'hygiène cyber. Voilà, l'usage numérique doit s'apprendre et venir. Donc c'est un enjeu aussi pour revenir, un enjeu d'éducation. On a plusieurs niveaux de strate là-dessus. Et pour travailler sur l'attractivité, on avait un petit chiffre à donner, il faut le communiquer. Il y a 89% des professionnels, on va dire 9 sur 10, disent être satisfaits et vouloir rester dans la cybersécurité. Donc on y vient, on a envie d'y rester. Donc vous êtes satisfait, hein, globalement, hein, quand même, hein. Si on vous entend là, sur la fin, on n'était pas complètement persuadé. Et Et c'est vrai qu'on leur a demandé aussi est-ce qu'ils envisageaient de quitter le domaine de la cybersécurité. La réponse est massivement non. Éventuellement quitter leur structure, pourquoi pas, mais en tout cas rester dans la cybersécurité. Donc effectivement, oui, ils sont contents, les gens sont contents de travailler. Bien sûr, bien sûr. Oui. Bien sûr. Vous voulez aussi signaler comment, ça c'est un effort qui a été fait,
c'est que là, il y a beaucoup de bachelors. Alors, ce n'est pas la formation continue, mais la formation initiale. Il y a plusieurs bachelors cyber qui ouvrent. Oui. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils vont sortir d'ici 3 ans. Ouais. Bac plus 3. Alors, Et ils seront plus jeunes. moi, je vais être un... C'est vachement intéressant comme démarche là aussi, parce que c'est formé à nous. On a un autre problème par rapport à ça, c'est qu'il y en a qui sont de qualité, en tout cas qui correspondent bien à la cyber, et il y a de la cosmétique. On a vu, et on est en train de cartographier aussi des offres, il y a écrit Bachelor Cybersécurité, et derrière, c'est l'administrateur réseau. Et le référentiel RNCP, pour vous dire ça, et le contenu de formation est celui-là. Donc on analyse les contenus, et il y y a écrit cybersécurité, peut-être qu'on dit que c'est vendeur, mais le contenu de formation derrière est trop ténu. Enfin, Ça a toujours existé pour toutes les formations. oui, mais bon, c'est Oui, pour mais ça, du coup, du ça bachelor... règle pas forcément le problème. De... oui. Ce qui est intéressant dans la démarche, je trouve intéressant, c'est l'ouverture à un bac plus 3. C'est ça qui est intéressant, c'est de dire on va fournir à la filière cyber un niveau qui aujourd'hui n'existe pas, qui est le bac plus 3. Aujourd'hui, c'est bac plus 5. Non, ou bac plus 2, parce que j'ai fait au FIC, et le FIC, il y a, vous savez, les investissements du gouvernement pour faire en sorte qu'il y ait un maximum, là, en technicien, ils appellent ça système et sécurité, donc là encore, on va voir ce que ça, ça sous-entend dans le programme, qui pourrait être formé pour couvrir en fait ce niveau 1 manquant. Oui, on a vu des formations s'ouvrir sur opérateur cyber. Je ne sais pas si c'est une réalité. Il y a gentil animateur cyber. Je ne sais pas si ça sera une réalité. Non, mais moi, je reviens parce que surtout quand on voit les incidents qu'on voit actuellement, qui sont sur des mesures d'opération, on voit plutôt dans la réalité, on remonte le niveau des gens qui vont opérer au regard des risques qui sont plus importants par ailleurs. Hein. Donc c'est toujours... C'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'on voit aussi des petits trucs s'ouvrir, être formé en une semaine à devenir, je sais pas quoi, c'était quoi l'exemple que tu avais donné Hacker, c'était ça, c'était opérateur cyber. Après bac, on vous formait en 3-4 mois pour être technicien polyvalent cyber. En fait, l'idée, c'était de faire le tour des bureaux pour demander de changer le mot de passe. Quand on regardait le contenu. Ouais. Ça correspondait à quelque chose d'assez décalé. Pour autant, moi je vous rejoins, je ne sais pas, de la dame est partie, je pense, sur la question des niveaux intermédiaires. Oui. Parce qu'effectivement, croissance massive, intégration de 4 sup, et dans les endroits où il n'y a pas forcément d'équipe, etc., on ne va pas pouvoir garder des personnes sur la cybersécurité en leur demandant d'impulser la politique, de mettre en place les solutions et de les maintenir. Et il y a des niveaux de maintenance qui vont avoir du staff de techniciens supérieurs, des gens sur ça pour continuer à faire cette maintenance et cette application. Petite, j'oubliais Israël. Ah oui. Oui. Israël, ils piquent à 14 ans. Ils les identifient. Oui, mais après, ils ont une thématique politique qui est très différente, en fait. Non, mais on ne peut pas comparer. Donc c'est pour ça, effectivement, Israël, ils sont à fond... Il y a des profils à 14 ans, 15 ans qui ont pris conscience que problématique. Mais effectivement, oui. Ils vont dans des filières où ils vont en archéologie, les pauvres, ils font pas beaucoup de boulot. Mais c'est pas notre philosophie que de dire n'allez pas en archéologie, allez en cyber. On ne l'a jamais fait en France, on ne doit pas le faire. En tout cas, juste pour vous dire, donc... En tout cas, pour vous dire juste, il y avait, donc en même temps que notre table ronde, il y avait une autre table ronde à côté c'est dommage, sur la stratégie d'accélération et le plan de relance, et donc portée par Gwenaëlle Martinet qui travaille à l'ANSSI et qui explique en fait comment justement relancer et quelles sont les initiatives qui ont été menées auprès des collectivités locales, etc. Donc typiquement, ça peut apporter aussi des éléments de réponse. Encore une fois, pour répondre à la question, est-ce que ça va permettre de mettre en place des plans de formation différents, des moyens de recrutement différents, etc. C'est ce qu'on espère, évidemment. Le but, c'est d'ouvrir cet observatoire en disant, voilà, c'est un lieu où on va pouvoir publier toutes ces informations factuelles, tous ces chiffres, tous ces pourcentages, et pour que les gens puissent s'appuyer dessus pour en sortir des nouvelles stratégies, des nouvelles idées et continuer
d'agrémenter en fait cette étude. Donc c'est vraiment pour ça qu'on le fait, pour que ça fasse changer les choses. Après, nous, on n'a pas forcément toutes les idées, toutes les billes. Voilà. Donc en tout cas, Aurélie, Alexandre. Voilà, c'est ça. Merci. Exactement. Merci. Qui sont pas... Oui. Exactement. Bien sûr. Donc, merci Aurélie, merci Alexandre. Merci à vous. Et puis le 25 octobre, l'étude sera disponible. Merci. 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 Merci.